une dizaine de minutes environ. Merci. Merci infiniment et toutes mes excuses pour mes quelques minutes de retard dû à un problème de trafic. Merci aussi infiniment pour votre invitation et pour le fait de donner la parole à un regard un peu décalé qui est celui des chercheurs dont je dois souligner que les analyses ont été absolument convergentes, si ce n'est unanimes, au cours des presque 15 dernières années, 14 dernières années. Je pense qu'il est absolument essentiel, dans mon propos liminaire, de souligner que à l'avenir, pour reconstruire aussi les liens dont nous parlons aujourd'hui, il est indispensable d'écouter les voix critiques lorsque justement elles n'émanent pas d'une seule personne, mais qu'elles proviennent d'une communauté très large et pas uniquement française justement, mais aussi française. Il y a un certain nombre de constats que je vois certains de mes collègues qui ont contribué à l'analyse dont je parle, dont Alain Antil. Il y a un certain nombre de constats qui ont été posés et qui auraient dû alerter depuis un certain temps sur les biais ou les décisions inappropriées qui ont été prises au cours des 10-12 dernières années écoulées. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il faut absolument cesser de penser l'Afrique comme un terrain de jeu de partenaires extérieurs. Les Africains ne sont pas des marionnettes, les Africains ne sont pas les jouets de volonté extérieure. Ce sont avant tout des acteurs qui savent précisément très bien jouer des calculs et des concurrences des différents partenaires, pas simplement, on pense très souvent au rôle des acteurs bilatéraux, des États, mais interrogeons-nous aussi sur des acteurs qu'on a eu tendance sans doute à idéaliser, qui sont d'une part les organisations multilatérales, qui font l'objet d'un très fort rejet aujourd'hui, au même titre que les partenaires que je ne qualifie pas, moi, d'occidentaux, mais plutôt de transatlantiques, parce qu'il y a des partenaires qui appartiennent à l'Occident, qui sont mieux reçus aujourd'hui en Afrique. Et il y a aussi, il faut le reconnaître, un rejet croissant des organisations non gouvernementales internationales auxquelles on assiste aussi. Et cela doit effectivement nous interroger sur la question de savoir quelle est l'origine de ces réactions assez virulentes. Et en effet, je pense que la crise sécuritaire qu'a traversé le Sahel a été un moment absolument fondamental, un point de bascule, tout simplement parce qu'il y a eu, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une véritable foi et une véritable confiance dans ce que l'on pensait que les acteurs internationaux au sens large, qu'ils soient bilatéraux, qu'ils soient multilatéraux, qu'ils soient non gouvernementaux, étaient en mesure d'apporter dans le règlement de la crise. En témoigne d'ailleurs le triomphe, l'accueil triomphal plus exactement, qui a été réservé aux forces françaises en janvier 2013, lorsqu'elles sont arrivées dans le pays, et une année plus tard, même moins, aux forces onusiennes de la MINUSMA quand elles sont arrivées, également aux forces interafricaines, on oublie trop souvent de le dire, qui étaient là aussi, mais c'est très important parce que les acteurs africains internationaux eux-mêmes sont rejetés aujourd'hui, et de manière peut-être encore plus violente. On le voit à travers la sortie de la CEDEAO par les États du Sahel central. Donc c'est un élément, à mon avis, fondamental à prendre en considération. Donc je pense qu'il y a eu
dans l'opinion publique majoritaire au Sahel, l'idée selon laquelle les partenaires internationaux avaient fait de leur mieux finalement pour aider et qu'ils n'y étaient pas parvenus, donc qu'il n'était pas nécessaire de prolonger cette présence. Et je pense que c'est encore l'opinion majoritaire qui est bien entendu, comme très souvent, comme cela se produit très souvent, détournés ou instrumentalisés par certains qui, en effet, tiennent des discours beaucoup plus extrémistes, mais dont il faut tenir compte aussi, soit des discours extrémistes, soit des discours complotistes. Parce que quand j'entends que c'est la Russie qui est à l'origine de ce rejet de la France que l'on constate aujourd'hui, moi j'ai été témoin très très tôt d'un certain nombre de théories du complot qui ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup sur le terrain, consistant à dire que si la France ne parvenait pas avec tous les moyens dont elle sait, à mon avis, de manière très imprudente, prévalu en affirmant sa capacité à éradiquer, c'était le mot quand même, le terrorisme, il y a eu très vite l'idée selon laquelle si elle n'y arrivait pas, c'est parce qu'elle alimentait en réalité les mouvements djihadistes, notamment pour exploiter les ressources naturelles du pays. Donc c'est ce type de théorie, bien entendu, tout à fait fantaisiste, mais il se trouve qu'ils ont eu une grande influence, une grande prise sur les opinions publiques. Cela dit, ce qui est important de dire, à mon avis, c'est que le terme d'anti-français, et pourtant on le répète là aussi encore très souvent, on le voit quand même encore trop, et même pour le titre de ce qui nous réunit aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse parler de sentiment anti-français. Il y a un rejet viscéral de la politique étrangère et de sécurité française, absolument. Mais on a déjà assisté à des phénomènes véritablement anti-français en Côte d'Ivoire. Au début des années 2000, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu d'appel au meurtre de Français, on n'a pas eu d'appel à la violence contre tout ce qu'incarnait la France. Donc il faut s'en réjouir aussi pour mieux mesurer le phénomène, plutôt que de continuer à utiliser des expressions qui sont simplificatrices, à mon avis, et surtout pour s'inspirer des solutions qui ont pu être trouvées. La France était vraiment aux premières lignes du rejet et de l'instrumentalisation qui était faite par les patriotes, notamment les jeunes patriotes en Côte d'Ivoire à l'époque, et des solutions ont pu être trouvées. Donc là encore, essayons de regarder peut-être ce qui a pu fonctionner. Il faut aussi, à mon avis, se départir de l'idée idéaliste, et pardon madame, selon laquelle les sociétés civiles seraient des acteurs absolument idéaux, absolument merveilleux. Et regardons ce que sont aujourd'hui les sociétés civiles. Les sociétés civiles africaines, ouest-africaines en tout cas, et sahéliennes à l'évidence, sont avant tout pétries par un nationalisme extrêmement fort, un patriotisme chevillé au corps, voire pour certaines d'une vision suprématiste noire. Il faut s'interroger sur ces questions-là. La société civile en Afrique, de type libéral ou citoyenne, c'est-à-dire essentiellement investie dans la promotion de la démocratie ou des droits de l'homme, est largement devenue minoritaire. Regardons les partenaires que nous avons en face, une fois de plus, au lieu de les fantasmer, encore une fois, parce que la relation de l'Afrique à la France au cours des dernières années a essentiellement été caractérisée par la projection de ce que nous voulions instaurer, plutôt que par les leçons ou l'apprentissage de ce que manifestaient les Africains. On l'a très bien vu, vous parlez des questions géostratégiques. Interrogeons-nous sur la divergence justement des intérêts qui étaient défendus par les uns et par les autres. Ce ne sont pas uniquement les autorités d'ailleurs qu'on appelle trop simplement militaires, qui sont à la tête des États sahéliens aujourd'hui, mais plus largement des autorités civilo-militaires, parce qu'il y a énormément de civils aujourd'hui au pouvoir aussi, à commencer par les premiers ministres eux-mêmes, ce n'est pas rien. Interrogeons-nous sur cette divergence entre, d'un côté, des partenaires français avant tout, mais plus largement européens, voire transatlantiques, comme je disais, qui ont placé la guerre contre le terrorisme au cœur de leurs préoccupations, alors que si l'on prend le cas d'un État comme le Mali, l'objectif majeur
très tôt, dès 2013, a été de reconquérir le nord du pays. Donc là aussi, il s'agit de regarder ce que veulent et ce que recherchent véritablement les acteurs. Je dirais la même chose pour les diasporas. Les diasporas, aujourd'hui, il y a un mouvement panafricaniste, néo-panafricaniste, qui est extrêmement puissant, non pas seulement en Afrique, mais également sur le sol français. Là aussi, il faut le regarder. La diaspora, ce n'est pas forcément cette image idéale des afro-descendants qui ont réussi, qui font des affaires, qui gagnent de l'argent. Non, la réalité, elle est tout autre. Là aussi, il faut accepter de la regarder si l'on veut, à mon avis, refonder les relations. Deux derniers éléments pour terminer. Il est très souvent question de francophonie. Oui, la francophonie, pour avoir travaillé pour cette organisation, a été complètement méprisée par la France au cours des dernières années. Il faut voir ce que c'est l'impression qui ressort quand on dit en France qu'on travaille pour la francophonie. C'est extrêmement méprisé. Ça n'était absolument pas le cas jusqu'à il y a peu en Afrique, mais pas seulement, au Canada, en Belgique, en Suisse, dans tous ces pays dont on moque si facilement les accents, alors qu'ils constituent des points de résonance de la France. Pourquoi est-ce que les anglo-saxons sont tellement forts? Ils se fichent de la façon dont on parle leur langue. Ce qui les intéresse, c'est les concepts qu'on est capable, ou les idées, ou les sentiments qu'on est capable d'exprimer avec leurs propres mots. Donc interrogeons-nous effectivement sur ce rapport à la francophonie qui, pour devenir un instrument, doit absolument être considéré comme noble en France avant tout. Et enfin, pour terminer, je sais qu'il est beaucoup question de l'approche qui a été retenue. Alors j'entends ces questions de co-construction, de projet, mais interrogeons-nous sur le caractère pertinent ou non de l'approche par projet, de l'approche axée sur les résultats, de tous ces instruments de mesure de la performance à travers des theory of change, à travers du monitoring et de l'évaluation, à travers des indicateurs quantitatifs qui ont fait que l'on a promu des projets qui ne correspondaient absolument pas aux attentes de ceux qui étaient censés en être les bénéficiaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Madame Bagayoko, pour votre regard de chercheur qui ouvre des perspectives, qui interroge nos propres filtres, nos propres projections, qui interroge la façon dont on voudrait voir effectivement certaines choses et la façon aussi dont parfois, sans même s'en rendre compte, on ne voit pas des évidences. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Et l'objectif de nos rendez-vous de la diplomatie des territoires, c'est bien aussi permettre de donner la parole à des chercheurs pour nous interroger sur nos propres pratiques. Et merci de le faire avec tant de dynamisme. Je me tourne maintenant